Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ces chiffres qui devraient vous interpeller, 106 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté relative à Maurice, ce qui représente 8,4% de la population. Ils vivent avec moins de 12 378 roupies par mois, ce qui est la ligne en dessous de laquelle un foyer est considéré vivre sous le seuil de la pauvreté relative. Et ils sont confrontés tous les jours à ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Ce sont les conclusions d'un rapport, celui du Household Budget Survey, réalisé en 2023, une étude nationale réalisée sur les dépenses des foyers mauriciens. Ce soir, nous allons parler d'une autre étude sur l'insécurité alimentaire réalisée cette année-ci dans le sud du pays et publiée lundi dernier avec des conclusions tout aussi préoccupantes. Nous allons aussi parler de Foodwise, une organisation qui œuvre chaque jour depuis maintenant 7 ans pour lutter contre l'insécurité alimentaire et venir en aide à des milliers de familles vulnérables. Nous accueillons sur ce plateau la General Manager de Foodwise, Lothilde Charpy. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Alors, avant d'aborder l'étude sur l'insécurité alimentaire qui a été publiée lundi dernier et que vous avez présentée à la presse, on va parler un petit peu de Foodwise. Foodwise, donc très présent sur les terrains, qui aide les familles, de nombreuses familles mauriciennes. On a parlé du taux de pauvreté. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites à Foodwise. Oui, alors Foodwise, l'essence même de Foodwise, depuis 7 ans d'ailleurs, parce qu'on fête nos 7 ans là dans 2 semaines, l'essence même de Foodwise, c'est de faire de la redistribution alimentaire pour les personnes les plus vulnérables. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On travaille avec un portefeuille de partenaires food donors, qui représente plus de 300 food donors du secteur agroalimentaire, qui tous les jours nous redonnent leur surplus alimentaire, des surplus qui peuvent être pour des raisons de packaging, donc on ne les met pas en rayon, pour des raisons qu'on s'approche de la date de best before ou de date d'expiration, pour des raisons de gestion de stock, etc. On récupère ces surplus et on va les redistribuer à nos plus de 250 ONG partenaires répartis partout à travers le territoire à Maurice, ONG qui touchent tout type de population. Alors principalement chez nos partenaires sont des enfants, mais on a aussi des personnes victimes de violences, des personnes en situation de handicap, des personnes sans domicile fixe, beaucoup de profils qui ont besoin de notre aide au quotidien. Donc ça, c'est l'essence de Foodwise. Et on a aussi développé un gros volet, du coup, formation, sensibilisation, accompagnement à tous ces sujets de gaspillage alimentaire et de nutrition et de malnutrition, parce qu'on pense aussi que le changement passe par l'éducation. Et donc, on développe pour nos partenaires, que ce soit ONG ou partenaires food donors, des formations, des accompagnements, etc. Foodwise a déjà distribué plus de 2 millions de kilos de produits alimentaires et 7,2 millions de repas servis. C'est un travail colossal. Le personnel est quasiment débordé. Alors, oui, c'est ça. Depuis 7 ans, précisément, on a redistribué 1,8 million de kilos, équivalent à 2,7 millions de repas. Et c'est un travail colossal du quotidien. Si on parle que de la partie redistribution, on a des équipes opérations, chauffeurs-livreurs, caring de nos partenaires, que ce soit food donors ou ONG, qui travaillent sans relâche tous les jours. D'accord. La mission de Foodwise, c'est de sauver la nourriture, lutter contre le gaspillage alimentaire aussi. Et pour atteindre vos objectifs, il vous faut des partenaires, vous l'avez dit tout à l'heure, 250 ONG, mais aussi le secteur privé qui vous donne un bon coup de main, les hôteliers, les supermarchés et hypermarchés à Maurice, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, nos partenaires qu'on appelle food donors représentent un peu tous les acteurs du secteur agroalimentaire. Donc on a les supermarchés, les grands distributeurs, mais aussi dans le secteur de l'hospitality, les hôtels, les restaurants. Et la manière dont on redistribue les surplus est différente. Alors quand ce sont des hôtels, c'est souvent les surplus des buffets, donc c'est des redistributions quotidiennes ou en tout cas hebdomadaires. Et quand ce sont les acteurs du secteur privé agroalimentaire, sont plutôt des donations en one-off qu'on va chercher avec notre camion réfrigéré et qu'on redistribue à nos ONG partenaires. Voilà, donc il y a des produits non cuisinés et des produits cuisinés, des repas chauds aussi que vous offrez. Comment faire pour assurer la chaîne du froid ? Il y a de tout, en fait, il y a de tout. Ça dépend vraiment des arrivages, de la gestion de stock, etc. On assure la chaîne du froid parce que déjà, on est tous formés et en plus, on a notre camion réfrigéré qui fait en sorte et qui est équipé pour respecter toutes ces normes de sécurité alimentaire. Alors, en 2022, il y a eu un amendement à la loi pour introduire le Best Before à Maurice. Et Foodwise y est pour quelque chose, vous avez beaucoup milité pour cela.
Et on va expliquer à la population mauricienne c'est quoi le best before et quoi la date d'expiration, puisqu'il y a toujours parmi la population certains qui ne savent pas encore ce que c'est et quand est-ce qu'on peut consommer un produit et quand on peut pas. Oui, c'est une très très bonne question et c'est hyper important de faire la différence entre la date d'expiration et la date de best before. La date d'expiration, c'est qu'on est vraiment sur un sujet de sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, on ne mange plus le produit. Par contre, la date de best before, comme son nom l'indique, le produit est best before cette date. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas consommable après la date. À partir de ce moment-là, il faut faire confiance à ses sens. Donc, en fait, si le produit a été conservé dans des normes de sécurité alimentaire correctes, on touche, on sent, on regarde. S'il n'y a pas de signe de moisissure ou une odeur bizarre, etc., on peut le consommer encore très longtemps après la date. Par exemple, les pâtes, les grains secs, etc., ça se conserve à vie si c'est bien stocké. Les yaourts, on le sait trop peu, mais ça se conserve au moins 2 mois après la date de best before. Il faut juste vous faire confiance. D'accord. Et cette initiative vise aussi à diminuer le gaspillage alimentaire qu'il y a à Maurice. Et là, ce sont des chiffres assez énormes en fait en termes de gaspillage alimentaire, n'est-ce pas? Oui, les chiffres en termes de gaspillage alimentaire sont alarmants, mais dans le monde, dans le monde, c'est 1/3 de la nourriture consommable qui est jetée chaque année. Donc c'est énorme et à Maurice, ça représente 279 kilos de nourriture qui sont jetés chaque minute. C'est-à-dire que là, ça fait 10 minutes qu'on discute probablement et il y a déjà 10 fois 279 kilos de nourriture qui ont été jetés. C'est énorme. Et c'est énorme quand on se dit qu'à côté, comme vous l'avez dit très justement, il y a plus de 100 000 personnes à Maurice qui sont en insécurité alimentaire, alors que ces 279 kilos de nourriture-là, c'est de la nourriture consommable qu'il ne faut pas jeter. Donc il y a ça. Et à Marchicos, par exemple, ça représente 27% des déchets. 27% des déchets de Marchicos sont des déchets alimentaires. Donc ouais, ça a des conséquences éthiques, environnementales et économiques. Et le plus important, celui qui nous touche le plus, nous, en tout cas, c'est éthique. Parce qu'encore une fois, quand on sait le besoin qu'il y a à côté, on se dit qu'il ne faut pas. Donc ne jetez pas vos produits de best before. Exactement. Lorsque vous parlez de best before, c'est bébé, souvent sur les produits, les canettes qu'on consomme communément, beaucoup à Maurice. Donc c'est à chaque Mauricien, chaque foyer de faire attention de ce que vous jetez aux poubelles. Et donc souvent, il faut juste se faire confiance soi-même, tester les produits, surtout les légumes, les produits comme les fruits, etc. Le titre de Sharpie. On va maintenant parler de cette étude qui a été commanditée par Foodwise et qui a été menée par Kantar Analysis, une étude réalisée dans le sud de l'île, dans 3 districts. Alors pourquoi le sud, pourquoi ces 3 districts? Alors, on a mené l'étude sur les districts de Savane, Grand-Port et Rivière-Noire, le sud du district de Rivière-Noire. Pourquoi le sud? Parce que historiquement, Foodwise avait l'habitude de bosser, de travailler avec la région du Sud pour répondre à la demande de nos partenaires, tant partenaires entreprises que partenaires ONG, parce qu'il y avait un besoin vraiment évident dans le Sud. Donc on connaît cette région et on avait envie d'approfondir encore plus nos connaissances sur la région. Et on a commencé par le Sud. C'est vrai que votre présence sur le terrain, depuis 7 ans maintenant, vous commencez vraiment à connaître les moindres coins et recoins du pays, surtout où sont les poches de pauvreté notamment. Et cette étude a été donc menée par Analysis Kantar et vous n'avez pas seulement recueilli des statistiques, mais c'est une étude où vous êtes aussi parti à la rencontre des familles dans leur maison, voir de près cette réalité à laquelle elles sont confrontées chaque jour et quel a été le constat? Exactement. En fait, ce qui fait que cette étude est complètement inédite, c'est qu'une analyse statistique et scientifique a été couplée par une enquête ethnographique sur le terrain. Donc ethnographique, ça veut dire qu'on est allé à la rencontre des familles, on a partagé leur quotidien, on les a interrogés sur leur vie, on a essayé de vraiment comprendre leur vie. Et bon, le constat qui en est ressorti, c'est qu'il y a encore énormément d'insécurité alimentaire et de pauvreté et qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Justement, on parlait de Kantar Analysis. Il y a eu combien d'entretiens, combien de personnes avez-vous interrogé pour cette étude? On a interrogé 25, on a fait 25 entretiens ethnographiques auprès des personnes dans les villages et une dizaine d'entretiens auprès des experts qui s'occupent des populations vulnérables.
Ça a été une étude qui a été menée sur 4 mois avec 7 parties ethnographiques et aussi l'analyse de nombreuses études et rapports publics pour croiser les données. D'accord. Et vous avez aussi obtenu de l'aide d'une organisation internationale pour valider cette recherche. Alors, Analysis Kantar, justement, pourquoi on a mandaté Analysis Kantar? Parce que c'est une organisation internationale reconnue et on avait besoin de cette approche scientifique pour confirmer ce qu'on commençait à bien voir en fait, dans la région du Sud. Mais on voulait vraiment avoir cette approche scientifique pour confirmer avec des chiffres et des analyses approfondies. Alors, cette étude concerne l'insécurité alimentaire. Une petite question. C'est quoi l'insécurité alimentaire? Comment est-ce que vous la définissez? Alors, pour cette étude en particulier, on a choisi de définir l'insécurité alimentaire vis-à-vis de l'étude de Statistiques Mauritius de 2024. Et donc, toutes les personnes qui ont répondu à la question « Pouvez-vous subvenir à vos besoins quotidiens ?» Toutes les personnes qui ont répondu « J'ai beaucoup de mal » ou « Non, je ne peux pas subvenir à mes besoins quotidiens » ont été qualifiées en insécurité alimentaire. Et dans la région du Sud, ça représente 22 000 personnes sur 260 000 habitants du Sud. Donc 22 000 personnes, c'est énorme. Donc 22 000 personnes qui n'arrivent pas à manger à leur faim, c'est quand même assez accablant pour un pays comme Maurice. Certains peut-être ne le réalisent pas, s'assoient chez eux et se disent que bon, il n'y a pas de pauvreté à Maurice parce que ils ne vont peut-être pas dans les régions, dans les poches de pauvreté, mais ça existe bel et bien. Alors les conclusions, on va venir sur les conclusions de cette étude que vous avez menée. Donc vous avez dit 260 000 habitants dans 3 districts, 22 000 personnes qui vivent en insécurité alimentaire. À Savane, notamment, il y a 2 régions que vous avez citées lors de la conférence de presse où la pauvreté est encore plus présente, n'est-ce pas? Exactement. Alors, les résultats chiffrés de cette étude sont quand même assez parlants. Donc, on l'a dit, il y a 22 000 personnes concernées sur 260 000 dans le Sud. Et Savane et Black River sont au-dessus de la moyenne nationale en termes d'insécurité alimentaire. Donc, pour Savane, 9,3% des gens sont en insécurité alimentaire. Et pour Rivière-Noire, 10,3%. Donc, c'est énorme. Et 52% des habitants de Savane se disent en difficulté, se déclarent en difficulté. On a aussi constaté que 41% du budget des familles est dédié à l'alimentation sur les dépenses de consommation des familles qui sont à 78%. Donc sur ces 78%, 41% sont dédiés à l'alimentation. Ce qui en fait, et c'est là où l'étude ethnographique apporte un regard encore plus riche aux chiffres de l'histoire et vraiment ce que vous disiez, on ne voit pas forcément ce qui se passe quand on est chez nous, etc., etc. Et c'est pourquoi on voulait aussi raconter l'histoire en allant à la rencontre des gens, mais ce qui du coup génère un stress permanent qu'on a pu constater chez les familles, qui épuise le corps, qui fragilise l'esprit, qui fragilise l'estime de soi, qui fragilise l'équilibre des familles. C'est pas simplement du budget, c'est pas simplement physique, c'est aussi psychologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté. Et puis après, sur la partie physique, effectivement, beaucoup de malnutrition ou de sous-nutrition et qui provoque pas mal de maladies. Donc, on a constaté beaucoup de cas de gastrite ou des problèmes dermatologiques, etc. Donc, ça a vraiment des conséquences pour lesquelles il faut se préoccuper. Et beaucoup de familles nombreuses aussi avec des enfants. Oui, c'est ça. Dans la région du Sud, 29% des familles ont 3 enfants ou plus. Donc, ce qui participe à cette instabilité parce qu'il faut pouvoir s'en occuper. Et aussi à Maurice, il y a cette particularité où les grands-parents vivent toujours chez le fils et le petit-fils. Oui, exactement. On a constaté 3 types de familles. Je parle toujours de ces 22 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire. On a constaté 3 types de familles dont chacun ont leurs habitudes alimentaires en fonction de leur niveau d'urgence et leurs habitudes aussi d'habitation, de maison, de famille, etc. C'est un petit peu long à expliquer en 20 minutes, mais je vous invite à aller lire le résultat de l'étude sur nos différents réseaux parce que c'est très intéressant et très riche. Et cela concerne aussi pas mal l'avenir des enfants et aussi des jeunes, puisque lorsque on est en situation de pauvreté relative, c'est pas évident de trouver un emploi, parce que le niveau d'éducation, déjà, que vous avez constaté, est assez accablant. Oui, on a constaté que 47%, j'ai un petit doute. Au niveau de ce que j'avais vu, c'est que une grande majorité quand même une grande pourcentage de personnes, au moins 20%, je pense. 25%. Merci. 25% des gens et des habitants de la région du Sud n'ont pas dépassé le niveau d'éducation du primaire. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur priorité.
les priorités sont redéfinies quand on est en insécurité alimentaire. Et donc, effectivement, l'accès à l'éducation est plus compliqué. D'accord. Et c'est aussi peut-être dû au fait que dans le sud, dans les districts que vous êtes partis, il y a beaucoup de villages côtiers, beaucoup de familles qui vivent de la mer, des métiers de la mer, pêcheurs, etc., et qui ne font pas beaucoup d'études. Et des fois, ça ne rapporte pas beaucoup aussi. C'est ça. Et en fait, le sud est une région très enclavée. Et c'est pourquoi on a voulu commencer aussi par le sud. On constate dans notre quotidien, parce que nous, on y est vraiment tous les jours, le Sud est une région enclavée, l'accès à la santé est compliqué, l'accès aux hôpitaux est compliqué, l'accès aux supermarchés est compliqué, et du coup, l'accès aux études aussi est compliqué, aux écoles, etc. Et donc, tout ça ensemble, ça crée ce qu'on a pu constater avec ces études. Vous avez aussi constaté qu'il y a certaines familles qui ne prennent qu'un seul repas par jour. C'est quand même très difficile à accepter en tant que Mauricien de dire ça, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Alors, souvent, c'est principalement les parents qui ne prennent qu'un seul repas pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et on a vu que la majorité sont les mamans qui ne prennent qu'un seul repas pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Ouais. Et lorsqu'on prend un seul repas, ou même si on prend plusieurs repas, mais ça dépend aussi de ce qu'ils mangent. Est-ce qu'ils mangent équilibré lors de ces repas? Ben non. Non, ils ne mangent pas équilibré. Et encore une fois, ces 3 types de familles ont leurs habitudes en fonction de leur degré d'urgence. Mais effectivement, on n'a jamais constaté un repas équilibré. C'est vrai qu'à Maurice, cela peut contribuer à pas mal de problèmes de santé aussi. Vous savez qu'au niveau des maladies non transmissibles à Maurice, le diabète, l'hypertension, etc., c'est dû principalement au régime alimentaire des Mauriciens. Et donc, il faudra vraiment... cette étude aidera pas que Foodwise, mais aussi... différentes parties, l'autorité, des autorités, le gouvernement, à prendre des politiques nécessaires. Alors, vous avez aussi constaté quand même de la résilience, n'est-ce pas, chez les Mauriciens? Les Mauriciens sont réputés pour être résilients, pour ne pas baisser les bras. Oui, exactement. On a constaté beaucoup de résilience et je dirais même de débrouillardise. Il y a 4 niveaux de débrouillardise qu'on a pu constater qui revenaient un peu partout. Qui est vraiment un constat général. La première chose qu'on a constatée, c'est la dépendance à la terre. Donc, dès qu'on peut, on a notre petit potager, puis on peut y faire pousser quelques brèdes ou quelques légumes qui puissent agrémenter les repas quotidiens et diversifier un petit peu les repas. Après, la deuxième chose, c'est faire plus avec très peu pour éviter le gaspillage. Donc, par exemple, réutiliser l'huile plusieurs fois pour pouvoir faire des économies sur ce genre de choses. La troisième chose, c'est de multiplier les petits boulots pour pouvoir un peu arrondir les fins de mois. Et vient en dernier, après avoir fait tout ça, vient en dernier la demande d'aide. Et c'est vraiment en dernier qu'on va demander de l'aide. Il y a un vrai sujet de dignité aussi chez ces personnes-là. Et là, on va demander de l'aide aux familles, aux voisins, à la boutique, faire un crédit à la boutique, et en dernier aux ONG. D'accord. Et cette étude s'est aussi concentrée sur les accès aux soins, à l'éducation, à la santé, et vous avez constaté quand même pas mal de soucis. Ben oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de par l'enclavement de la région, c'est vrai que les accès à tous ces services-là sont plus compliqués. Et c'est vrai que de par aussi le contexte dans lequel vivent ces familles, évoluent ces familles, un moindre imprévu peut faire basculer tout un quotidien. On a constaté dans cette étude que le revenu moyen d'un ménage est de 22 000 roupies. D'un ménage, donc d'une famille entière. Avec ce qu'on a dit, 70% dédiés au quotidien et 41% à l'alimentation. Si demain, il y a un problème de santé ou un événement, mariage ou quoi que ce soit, bah, tout de suite, ça pèse beaucoup dans le budget. Ouais. D'accord. Et est-ce que, selon vous, le coût de la vie chère, c'est ce qui explique que ces familles n'arrivent pas à remplir leurs assiettes? En partie, mais malheureusement, l'inflation, c'est un phénomène mondial et voilà, les taux d'inflation sont globaux, mais je pense qu'il y a aussi peut-être encore, il y a encore du travail à faire sur la sensibilisation, notamment au Best Before, on en parlait. Si on savait plus qu'il ne faut pas jeter les produits en Best Before, on éviterait, ou en tout cas, on pourrait combler un petit peu plus. Et peut-être un appel là aux supermarchés et hypermarchés, puisque les produits Best Before devraient se trouver dans un endroit spécifique où les gens sauront que tel produit s'approche
de la date d'expiration, mais ils sont toujours bons à être consommés. Il y a aussi des petits discounts qu'ils peuvent proposer à des clients. Ça fait partie de la loi, mais ce n'est pas très, très visible dans les supermarchés, on va dire. Et face au constat que vous avez fait donc, dans cette étude, comment réagir, puisque vous aviez invité à la présentation des membres du gouvernement, des secteurs privés. Maintenant qu'on a ces conclusions, que faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant qu'on a ces conclusions, donc, ce qui était vraiment bien à la présentation de lundi, on a exposé les résultats de l'étude devant une centaine d'invités, donc vous l'avez dit, gouvernement, institutions, ONG, acteurs du secteur privé, etc. Tout le monde s'est senti concerné, puisqu'après on a travaillé sous un format de workshop, en répartissant chaque profil dans les différents groupes, pour vraiment illustrer cette chaîne de solidarité que nous, on promue beaucoup à Foodwise et qu'on pense est indispensable. Tout le monde a son rôle à jouer dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et tous les acteurs sont concernés. Et donc, pour revenir à la question, nous allons ensuite de ça pouvoir compiler les résultats de l'étude, les pistes qui ont été évoquées pendant ce workshop et notre expertise pour pouvoir recentrer encore mieux nos actions sur 2026. Effectivement. Et est-ce que vous avez aussi prévu de vous servir des conclusions, des différentes conclusions que vous avez eues à travers un plan d'action? C'est ça, c'est ce qui en ressortira quand on aura mis ensemble tous les aliments de la recette. Okay. Et cette étude concernait le Sud, on l'a dit. Est-ce que Foodwise compte aussi étendre cette étude dans d'autres régions du pays? On aimerait énormément pouvoir l'étendre à toutes les régions et encore mieux pouvoir en faire une étude au niveau national. Évidemment, pour ça demande des financements, donc on espère pouvoir les trouver pour pouvoir faire cette étude au niveau national. Ouais, ce serait vraiment chouette. On s'approche de la période des fêtes. On est déjà quasiment dans le mois de novembre. Et dans ces moments, ça devient encore plus pesant pour les familles vulnérables qui voient que tout le monde s'amuse, tout le monde dépense beaucoup. Mais certaines personnes se retrouvent dans le besoin. Que faire? Comment aider ces personnes? Alors déjà, j'aimerais faire un appel à la solidarité pour cette période de fête qui arrive, parce que d'autant plus en cette période de fête, c'est encore plus difficile pour les familles dans le besoin et en insécurité alimentaire. Donc, j'appelle à la solidarité pour cette période de fête. Ne relâchons pas les efforts, mais que ce soit toutes les parties prenantes de la chaîne, encore une fois, de cette chaîne de solidarité. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de cette chaîne de solidarité. Pour nous tous, citoyens, je dirais, ne jetez pas et pensez à redonner vos restants de repas de fête, soit à l'ONG près de chez vous, soit à la personne près de chez vous, votre voisin que vous savez est dans le besoin ou quelque chose comme ça. Et pour l'industrie, ou en tout cas le secteur privé, appelez Foodwise. On s'occupera de... Justement, j'allais venir à Foodwise. Vous avez déjà un réseau assez important, plus de 250 contributeurs, mais j'imagine qu'il y a encore de la place pour d'autres. Ah, bien sûr, oui. Bien sûr, il y a encore de la place pour beaucoup de partenaires qui voudraient nous faire des dons alimentaires qu'on redistribue. L'important, c'est de ne pas jeter. C'est vraiment ça, c'est de ne pas jeter. Ne jetez rien, ne jetez pas. Appelez Foodwise quand vous avez des surplus de stock. On s'en occupe et ça arrivera à bon port, c'est sûr. D'accord. On est déjà arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous, Lothild Charpy. Je rappelle que vous êtes General Manager de Foodwise. À travers cette émission, nous espérons que les Mauriciens prennent conscience du gaspillage alimentaire et apportent aussi leur contribution dans ce combat contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. À très bientôt.